11 avril 1957, au très prestigieux hôtel Waldorf Astoria à New York City. Le gala de charité annuel franco-américain April in Paris Ball est organisé pour des personnes de la très très haute, d'après l'un des convives. La soirée bat son plein. Politiques et stars d'Hollywood se mélangent autour de délicieux mets, font teinter leurs coupes en cristal dans un brouhaha festif. Parmi eux, l'actrice montante Marilyn Monroe et le sénateur John Fitzgerald Kennedy. Comme à son habitude, Marilyn fait tourner les têtes. Elle se pavane, jouant son rôle d'actrice montante à la perfection. Elle sait qu'elle est au centre de l'attention et en profite. Dans le regard de son public, et son apparence est son principal atout, après tout. Quant à John Kennedy, il fait le tour des politiques avec déjà en tête le rêve fou de devenir président des États-Unis. C'est à ce moment-là que les deux protagonistes se rencontrent. C'est à ce moment-là que le duo Marilyn Monroe-John Fitzgerald Kennedy naît. Qui n'a jamais entendu parler de la liaison iconique entre Marilyn Monroe et John Fitzgerald Kennedy? Cette relation a-t-elle jamais existé? Tout diffère selon les dires, les films, les documentaires. Entre le mythe idéalisé et la réalité, il faut trancher. Mais le peut-on vraiment? Vous écoutez À la folie pas du tout. Marilyn Monroe et John Fitzgerald Kennedy. Des dizaines de photographes capturent le moment, et tout particulièrement les faits et gestes de la star, dont l'éclat est accentué par les lustres scintillants. John Fitzgerald Kennedy et Marilyn Monroe tombent amoureux au premier regard. Dès leur rencontre, ils sont comme aimantés, ne peuvent plus se quitter. Un coup de foudre qui ne manque pas de faire parler ceux qui les entourent, comme hypnotisés par l'énergie électrisante qui s'en dégage. En réalité, il semblerait plutôt qu'un ami commun les présente. Bien que Jackie Kennedy accompagne le président et que l'actrice soit déjà engagée au dramaturge Arthur Miller. Le frère de John, Robert Kennedy, alias Robbie, est aussi de la partie. Les trois échangent brièvement quelques blagues, ne dépassant pas le stade du small talk. Dès la rencontre de Marilyn et John, les versions divergent. Comment connaître la vérité plus de 65 ans après ? Quelle que soit la réalité derrière leur rencontre, les deux sont happés par le charisme de l'un et de l'autre. Il faut dire que Kennedy a toujours été considéré comme un coureur de jupons. Il prend exemple sur son père, Joseph Patrick Kennedy. Cela ne l'a jamais empêché d'avoir des favorites et d'être tout particulièrement intrigué par Marilyn Monroe. Longtemps, il a fantasmé sur la star, au point de cultiver une sorte d'obsession envers elle, et d'afficher une de ses photos sur le mur de sa chambre d'hôpital au printemps 1954, lors d'une deuxième intervention chirurgicale au niveau du dos. Dès leur rencontre, on parle déjà d'une liaison entre Marilyn Monroe et John Kennedy. Vérité, mensonge? On ne sait pas. Mais selon les dires, une fois élu le mardi 8 novembre 1960, le jeune président délaisse Marilyn un certain temps après quelques rendez-vous galants. Il ne supporte pas l'idée de faire l'objet de critiques alors qu'il débute seulement sa carrière à la tête du pays. Mais Marilyn manquait éperdument au président. Alors, quelques mois après sa rentrée à la Maison-Blanche et contre l'avis de sa femme Jacqueline Kennedy, il la recontacte avec la furieuse idée de la revoir. Durant l'hiver 1961, soit un an après, le président arrive à ses fins. Une grande réception réchauffe la saison hivernale sur la ville côtière Santa Monica, connue pour être le point final de la mythique Route 66. L'arrivée de Marilyn n'y est pas pour rien. À son habitude, l'actrice arrive toute pimpante alors que les festivités ont déjà bien commencé. L'alcool coule à flot, les rires sont légion, l'orchestre entraîne déjà de nombreux fêtards sur la piste de danse.
Lorsque la star entre dans l'immense pièce marbrée, la foule d'invités se divise sur son passage. L'actrice Harlene Dahl témoigne. Lorsque Marilyn arriva, tout s'arrêta. C'était vraiment magique. Je n'avais jamais vu quelqu'un attirer autant l'attention. C'est l'acteur Peter Lawford, beau-frère des frères Kennedy, qui reçoit dans sa flamboyante demeure. S'il convie Marilyn Monroe, ce n'est pas uniquement parce qu'il l'a rencontrée lors d'un tournage. C'est John Kennedy qui lui a demandé cette faveur. Le président, ravi de sa venue, déclare tout sourire « Enfin, tu es là !» Ce que l'on ne sait pas en voyant Marilyn, c'est qu'elle sort d'une dépression à la suite de son divorce avec Arthur Miller, son autre amour, quelques mois auparavant. 1961. C'est aussi l'année de la sortie du film Les Désaxés, dont le scénario est signé Arthur Miller. Oui, cela fait beaucoup. Pour autant, on ne voit chez elle que sa beauté frappante et on la considère comme une potiche naïve, sans autre atout que son apparence. Ici, la valeur de la femme, ou du moins de sa capacité à raisonner, n'a pas sa place. Au point que personne n'a encore cherché à connaître ce qui se cache derrière sa plastique de rêve, commentée à tout va. Un jour, un journaliste déclare même que son postérieur lui fait penser à deux petits chiots qui se battent sous un drap de soie. Ironie du sort, cela n'empêche pas le grand public de lui reprocher de jouer de sa beauté, notamment après qu'elle a posé nue en mars 1952, pour payer son loyer, d'après la star, entraînant une avalanche de critiques. John s'empare de l'actrice. Il veut lui parler, enfin. Robert Kennedy est également présent. Il se joint à la conversation. Les deux sont surpris de découvrir que l'actrice n'est pas juste la proie idéale à la réalisation de fantasmes. Cette fois-ci, ils discutent vraiment ensemble de sujets actuels. Ils découvrent une adepte et vraie connaisseuse de politique, également dotée d'une grande intelligence. L'actrice passe un moment au bord de l'océan Atlantique avec JFK. Ensemble, ils longent la voie de palmiers et l'océan jusqu'à l'iconique ponton de la plage de Santa Monica. Le vent souffle dans la chevelure blonde de Marilyn. Le flirt est au rendez-vous. Il faut dire que le sable fin, le coucher de soleil et l'air iodé apportent une belle dose de romantisme à la scène. Après ce moment galant, la star discute aussi avec Robert de cinéma. Cette fois-ci, Marilyn Monroe n'est pas uniquement en lien avec le gouvernement du pays. Grâce à une telle proximité avec les deux frères, elle s'intègre peu à peu dans la famille Kennedy. Elle donne même son numéro au président des États-Unis. Le jour suivant, John Kennedy téléphone à Marilyn Monroe. Il lui propose de but en blanc de l'accompagner un week-end à Palm Springs, chez sa sœur, en lui précisant bien que la première dame n'y sera pas. Honnêteté ou lâcheté ? Quoi qu'il en soit, Marilyn s'y rend sans hésiter. À son arrivée dans la charmante ville californienne, le soleil est au rendez-vous. Elle découvre un endroit dont la beauté l'ensorcelle, bien décidée à faire le même effet au président. Elle le retrouve pour un premier verre sur la North Palm Canyon Drive, au milieu d'une plantureuse végétation tropicale et désertique. Elle est heureuse de constater, à l'enthousiasme partagé des retrouvailles, que sa proximité avec John Fitzgerald Kennedy ne s'est pas évaporée. Ensemble, ils enchaînent les coupes de champagne et deviennent de plus en plus intimes. Leur peau s'effleure et bientôt, ils s'effacent pour laisser libre cours au feu qui les anime. Les nouvelles vont vite. Cette proximité déplaît au plus haut point à la première dame. Découvrir les infidélités de son mari, soit. Le voir se rapprocher de plus en plus d'une actrice à la renommée internationale, c'est plus compliqué. On lui manque de respect. Elle se sent ridiculisée.
À la fin de l'année 1961, elle menace de divorcer et de tout dévoiler des adultères de son mari. Et elle est convaincue que Marilyn joue un rôle majeur dans celle-ci. Cette dernière, certaine de la solidité de sa liaison avec John Kennedy, ne se dégonfle pas pour autant. Marilyn appelle la Maison-Blanche pour confirmer les rumeurs à Jacqueline Kennedy. La première dame, sûre d'elle, ne perd pas la face. Elle rétorque « Marilyn, tu vas te marier avec John, c'est bien. Et tu viendras t'installer à la Maison-Blanche, à ma place. Et tu récupéreras tous les problèmes. » Marilyn est convaincue que John Kennedy est fou d'elle. Après tout, comment pourrait-elle ressentir des sentiments aussi forts pour un homme si ceux-ci n'étaient pas partagés ? Non, c'est sûr, pour lui, elle n'est pas comme les autres. Elle compte, même plus que la mère de ses enfants. Elle déclare à tout va que John Kennedy va quitter sa femme pour l'épouser. Inquiet pour sa réputation, John Kennedy, bien moins sûr de lui, dément incontestablement. « Tu n'es pas la première dame de toute façon, Marilyn. » Comme pour donner du poids à sa réponse, il affirme la même chose à son entourage, dont son ami le sénateur George Smathers. Le président aurait-il fait miroiter une telle relation à Marilyn pour la garder dans ses filets, la pensant, une fois de plus, complètement naïve ? De nouveau, pour préserver sa réputation, il ralentit sa relation avec Marilyn. Cette dernière, bien déterminée, s'accroche. Elle ne peut pas voir le président ? Soit. Elle gardera un lien avec lui et la Maison-Blanche en nouant une amitié avec son frère, Robert. Les appels quotidiens se multiplient. Ensemble, ils parlent politique. Mais pas que, pour de nombreuses langues de vipères. Cela donne bien sûr naissance à la rumeur d'un triangle amoureux, dont Marilyn est la principale protagoniste. Les coupables du désordre dans la famille présidentielle ne sont qu'elle et ses talents de séductrice. Duo amoureux ? Trio amoureux ? Qui sait ? Ce qui est sûr, c'est que les amours de l'actrice de certains lame shows et de l'homme à la tête des États-Unis occupent de nombreux esprits et animent les conversations. Raison pour laquelle, très vite, les paparazzis s'emparent du sujet, laissant toute éthique de côté. Surtout lorsqu'il s'agit de Marilyn. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Marilyn, allongée sur son lit queen size, est pendue à son téléphone 746 vert amande. Les portes-fenêtres donnant sur la cour laissent un brin d'air frais entrer dans sa chambre. Si elle n'est pas en train de converser, elle est dans l'attente de sa sonnerie. Des notes rassurantes qui lui donnent de la grandeur. Lorsque le téléphone retentit, des frissons de plaisir la traversent. Et si c'était lui ? D'appel en appel, Marilyn prend une place de plus en plus importante auprès de la famille Kennedy. Robert, le frère de John, lui permet de garder un pied à la Maison-Blanche. Marilyn apprécie ce double statut de star du cinéma et de confidente politique. Entre la chaleur de la colline d'Hollywood et Washington, D.C., l'imposante capitale des États-Unis, elle trouve un équilibre qui lui va bien. Et puis, où qu'elle soit, elle rêve de reconquérir son amour impossible, John Kennedy. Elle y pense tout le temps. Sur le plateau, lors de réceptions mondaines, le soir dans son lit. Marilyn Monroe est tout sauf tranquille. Les rumeurs abondent concernant sa relation avec le président, et même un potentiel trio amoureux avec les deux frères. Mais alors, comment les fans, paparazzi et médias s'emparent-ils de cette histoire, au point de tout détruire sur leur passage ? Si une relation entre Marilyn Monroe et John Kennedy fait beaucoup jaser, ce n'est pas juste parce qu'on se réjouit d'un amour naissant, ou que les deux sont des personnalités mondialement connues. Non, ce qui attise surtout la curiosité malsaine des médias,
c'est le mystère qui plane au-dessus de cette présumée histoire. À commencer par les différentes versions qu'on lui donne. À croire qu'il n'y a pas qu'un Billy Wilder à Hollywood. La première hypothèse est que ni l'un ni l'autre ne donne d'importance à l'idylle. Ce n'est qu'une histoire de plaisir charnel, et ça leur va très bien à tous les deux. Marilyn peut continuer à arpenter les plateaux et autres fêtes mondaines sans avoir de compte à rendre à quiconque. Quant à JFK, il peut recevoir qui il souhaite dans sa garçonnière et continuer de faire bonne figure auprès de sa délicieuse première dame. La seconde rumeur est moins reluisante, du moins pour l'actrice. Celle-ci serait follement amoureuse de John Fitzgerald Kennedy. Elle raconte à tout va qu'il va divorcer et mieux encore, l'épouser. Elle se voit déjà à la tête de la Maison-Blanche, figure phare du gouvernement aux 1000 talents. Elle est la star montante d'Hollywood, celle qui a détrôné la grande Jackie Kennedy et la confidente du président des États-Unis. Ce dernier ne l'entend pas du tout de cette oreille. Lui, attiré par la sensuelle Marilyn, bien évidemment. Mais amoureux, prêt à l'épouser, jamais de la vie. Alors il est très clair avec elle. Non, elle ne dépassera jamais le stade de maîtresse. Et elle devrait déjà être heureuse de cette situation. Pour d'autres, sensibles au ragot médiatisé, un conte de fées ne fait que commencer. Les deux s'aiment à la folie et auront beaucoup d'enfants. L'amour les aveugle, mais ne leur coupe pas la route. Tout obstacle n'en est plus un à partir du moment où ils se déclarent leur flamme. Pas d'appréhension vis-à-vis de la réputation de l'homme d'État, encore moins vis-à-vis de son mariage. Ils s'aiment, et c'est l'amour seul qui règne. En dernière conjoncture arrive le fantasme d'une relation entre la star et les deux frères Kennedy. Impossible pour le commun des mortels d'imaginer que Marilyn puisse se contenter d'une amitié avec l'un ou l'autre. Non, il faut forcément qu'elle soit non seulement érigée en objet de désir et séductrice, et puis autant en rajouter une couche. Ce sera un trio amoureux, ou rien. Quelle que soit la vérité, très vite, les médias comme le Miami News ou le Los Angeles Times s'emparent de l'affaire. Leur modus operandi ? Les suivre, où qu'ils soient, à l'affût d'une entrevue romantique à ne surtout pas manquer. Bien sûr, la star a l'habitude d'être photographiée. La caméra l'aime et elle la lui rend bien. D'après le magazine Barnaby's, le photographe Laszlo Willinger décrète « Lorsqu'elle voit un appareil photo, n'importe lequel, elle s'illumine ». Celle qu'on a même surnommée la Girl en 1949 dans le Daily News pour ses belles et longues jambes et sa jolie fine taille notamment, est même plus à l'aise devant l'objectif d'un appareil photo que devant celui d'une caméra cinématographique. Mais cette fois-ci, c'est différent. Les paparazzis sont très agressifs et sans surprise, particulièrement envers Marilyn, la sexe symbole du moment. Pour lutter contre cette image, Marilyn s'applique à la lecture de livres et aime particulièrement être photographiée durant ces moments. Il faut dire qu'à l'époque, peu de femmes sont considérées comme des intellectuelles. Alors, concevoir une Marilyn Monroe telle une grosse tête, très peu pour le grand public. Les paparazzis sont à la recherche du moindre indice. Ils ne jurent que par cette histoire, ne loupent ni une sortie de tournage, ni du bureau ovale. Kennedy a l'habitude d'être suivi pour ce genre d'affaires. Il faut dire que Marilyn est loin d'être sa première conquête extra-conjugale. Et puis, ce n'est qu'un homme après tout. Quant à la belle, elle est dépassée par la situation. Si une réputation en prend un coup, c'est bien la sienne. Et bien qu'elle fasse des ravages devant la caméra, les producteurs ne se gardent pas de lui reprocher ses supposés travers, notamment lorsqu'elle s'absente du tournage de Something's Got to Give pour se rendre à l'anniversaire du président, faisant croire au producteur George Cukor que ses règles sont trop douloureuses. Et pendant ce temps-là, John s'en sort indemne. Marilyn Monroe se montre au grand jour avec plusieurs facettes. Il y a l'actrice renversante, l'intello surprenante, mais aussi la petite fille traumatisée par de nombreux événements et qui n'a jamais eu l'occasion de guérir.
Et la médiatisation de ces rumeurs, couplée à un potentiel cœur brisé, n'aide en rien. Marilyn, qui est déjà si fragile, sombre doucement mais sûrement dans l'alcool. Boit du champagne à peine un œil ouvert. Un rythme qui devient alors son quotidien. Son état physique inquiète aussi de plus en plus ses producteurs. Son médecin Ralph Grinson finit par lui prescrire des somnifères pour la nuit et des amphétamines pour le jour. Un cocktail explosif qui l'amène tout droit dans un centre de repos au milieu de l'année 1961. À sa sortie du centre de repos fin 1961, Marilyn ne se décourage pas. Quoi qu'il advienne, elle gardera toujours un pied dans la Maison Blanche. Très vite, elle prend une curieuse habitude, celle de noter tout ce qu'elle lit sur la politique. L'objectif ? Être capable d'échanger avec la famille présidentielle sans problème. Pour elle, leur lien est dur comme le fer. Les frères Kennedy ne l'entendent pas de cette oreille. Les articles mensongers continuent de déferler au point que les rumeurs finissent par les inquiéter. Et tout particulièrement l'intouchable John Fitzgerald Kennedy. Alors, sans plus attendre, ils restreignent les apparitions de l'actrice aux soirées importantes. Plus de brunch sur la pelouse de la maison présidentielle. Plus de soirées dans lesquelles briller devant des politiciens. Marilyn Monroe est de nouveau au bord du gouffre et part se reposer au Mexique. À son retour, Marilyn est reposée, revigorée. Elle aspire à un nouveau départ. L'espoir n'est jamais loin. Et puis, elle a l'habitude du creux de la vague. Elle n'a qu'à se trouver un petit nid rien qu'à elle, où elle pourra être en sécurité et préserver son intimité derrière une végétation généreuse. L'actrice acquiert donc ce qu'elle décrit comme une mignonne petite maison de style mexicain de 8 pièces, dans le quartier Brentwood de Los Angeles, loin de l'agitation de la ville et surtout des paparazzis. Malheureusement pour Marilyn, le répit ne dure qu'un court instant. Pensant que le vent a tourné, les frères Kennedy rappliquent aussitôt. Et tout ce qui compte pour les curieux voisins, c'est de pouvoir nourrir les commérages. Et pourquoi pas, de se remplir les poches au passage. Ils se pressent donc de raconter aux journaux les allées et venues des voitures présidentielles à toute heure de la journée. Plus tard, pour expliquer le décès de Marilyn en 1962, le magazine Télérama critique notamment le Star System dont l'actrice a été victime. Selon le journal, son image et sa vie privée ont été vendues et relayées comme du dentifrice, même et surtout dans les moments les plus sombres. Je cite. Pour Hollywood, Marilyn était un corps et rien d'autre. On lui fabriqua des personnages de bonne fille un peu bêtes. Son fameux déhanchement fut exploité jusqu'à la limite de l'indécence par les caméras. Même la star le confirme de son vivant. Elle qui avait bien compris la manière dont on s'était joué d'elle. Elle dira « Quelle responsabilité que d'être un symbole sexuel ». Quant au président, alias l'insatiable homme à femme, il continue de chasser avec confiance. L'amour est-il plus fort que tout ? Les paparazzis et autres vautours auront-ils raison de la prétendue liaison entre Marilyn Monroe et John Fitzgerald Kennedy ? De leur réputation ? Sans surprise, l'histoire ne s'arrête pas là, car elle pourrait tourner encore davantage au vinaigre. Le 45e anniversaire du président des États-Unis en est la preuve. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Début 1962. Marilyn Monroe reçoit une de ses meilleures amies, qui témoignera anonymement, dans son jardin florissant, autour d'une sempiternelle coupe de champagne. Car oui, Marilyn boit toujours autant. N'importe où, à n'importe quelle heure. Plus besoin d'excuses, comme décrocher un nouveau rôle pour sortir une bouteille du frais. Brushingée à la perfection et emmitouflée dans une fourrure blanche, rouge carmin aux lèvres, elle se confie, enthousiaste.
presque survoltée. Décidément, les médicaments ne suffisent pas à la calmer lorsque la nervosité s'empare de l'actrice. Elle lui raconte, heureuse, la relation qu'elle entretient avec un homme, en gardant secret son identité et son statut social. Bien sûr, sa confidente pense tout de suite à John Fitzgerald Kennedy, le président des États-Unis. Différents sons de cloches continuent de parvenir jusqu'aux oreilles du grand public, et surtout des médias. Malgré l'impact sur la santé mentale de la star, elle ne lâche pas l'affaire. C'est l'histoire d'un joyeux anniversaire. Même les proches de l'actrice doutent de ce qu'elle raconte. Entre sa consommation d'alcool, de médicaments et son obsession pour le président, comment savoir si elle dit vrai ou si elle ne raconte que ce qu'elle rêverait d'entendre de la bouche de l'objet de sa convoitise? Pour autant, il existe une certitude dans cette histoire. Les deux passent au moins une nuit ensemble. Thunderbird Heights, Rancho Mirage, Californie, le soir du 24 mars 1962, chez le chanteur et acteur Bing Crosby. Alors que le printemps approche, la période des garden parties débute en grande pompe. La gigantesque terrasse de la demeure est prête à accueillir des centaines de convives autour d'une piscine bleu-azur. La voix de Marvin Gaye résonne sur les notes de la fameuse chanson « I Heard It Through the Grapevine ». À l'arrivée, tardive évidemment, de la star, la proximité entre cette dernière et le président est immédiate. Les deux semblent si proches que les autres convives n'osent pas se joindre à eux, ce qui ne les empêche pas de se gargariser de la scène. Rires, chin-chin et regards de braise sont au rendez-vous entre les deux tourtereaux. Mais ce n'est pas tout. Très vite, les deux désertent la fête sans prévenir. Cela n'empêche pas de voir leur public les suivre du regard, alors qu'ils s'enfoncent dans la nuit noire. Sûrement, toujours d'après les spéculations qui vont bon train, direction l'hôtel le plus proche. La curiosité des dizaines de convives est définitivement piquée. Les chuchotements et rires complices empiètent sur la musique. Lorsque le lendemain matin, le masseur de Marilyn lui téléphone pour programmer une séance, il devine la présence de JFK à ses côtés, au seul son de sa voix, lorsqu'il s'empare du combiné pour prendre lui aussi rendez-vous. Preuve supplémentaire que le chef d'État n'est en aucun cas inquiété par l'idée que cette relation intime soit rendue publique. Le retour d'une idylle ? Peut-être pas, même si on y croirait presque. Quitte à voir leur liaison médiatisée, autant capitaliser dessus. Et le 45e anniversaire du président des États-Unis semble être la parfaite occasion de l'afficher au grand jour. JFK est fier du lien qui l'unit au sex-symbole hollywoodien le plus fantasmé du moment. Alors, sans surprise, Marilyn trouve sa place lors de la célébration. Et pas n'importe quelle place. Le 19 mai 1962, soit après leur nuit d'amour à Rancho Mirage, la foule, composée de plus de 15 000 personnes, se presse au sein de la très célèbre salle de spectacle Madison Square Garden de Manhattan, à New York. La présence de chaque invité lui a coûté la modique somme d'environ $1 000. Le total reviendra sans surprise au Parti démocrate. Alors, la soirée a intérêt à être plus que sensationnelle. La musique est envoûtante, les rires résonnent dans l'immense hall, la boisson circule à flot. À ce stade, personne ne se doute que Marilyn Monroe fera son ultime apparition ce soir-là, et qui plus est, sur scène. Pendant ce temps-là, angoissée dans sa loge, l'actrice enchaîne, comme à son habitude, les coupes de champagne. Affalée sur le canapé beige, elle étouffe dans la robe à clous strass transparente, signée par le très prestigieux couturier français Jean-Louis. Celle-ci épouse ses courbes à la perfection. Or, aucun espace n'est laissé au hasard. Difficile de respirer. La star aimerait juste s'en débarrasser. Dans le public, l'ambiance générale est électrique. C'est comme si on se doutait qu'un ouragan était prêt à frapper.
L'ouragan en question voudrait reculer. Pourquoi a-t-elle accepté cette invitation ? À l'annonce de son arrivée sur scène, on l'acclame. Pour autant, elle n'apparaît pas. À la deuxième et à la troisième non plus. Certains disent qu'elle est en pleine crise de panique dans les coulisses. D'autres que c'est une running joke pour jouer sur son statut d'éternel retardataire. Une fois de plus, les railleries sont légion. On la tourne en ridicule. Marilyn Monroe monte enfin sur scène. C'est le moment de la fameuse chanson « Happy Birthday, Mr. President ». Elle chante avec une sensualité non cachée, minaudant et prenant son temps. Toute trace de timidité s'est envolée. Marilyn joue son rôle à la perfection. Un moment qui, des dizaines d'années plus tard, restera dans les annales. C'est magique et drôle à la fois. Elle rayonne. Tout le monde est tombé sous le charme, se souvient Bill Ray, photographe du magazine Life. JFK, le roi de la soirée, en lâche même son cigare. Finira-t-il par en faire sa reine ? Certains la croient ivre. D'autres affirment qu'elle est juste extrêmement stressée et que sa robe est si moulante qu'elle a l'impression d'être coincée. Ou bien les trois en même temps. Décidément, Marilyn n'a vraiment jamais la paix. John Fitzgerald Kennedy, lui, n'a rien à redire, si ce n'est la remercier. Il déclare, enchanté et flatté, « Maintenant que Marilyn Monroe m'a chanté joyeux anniversaire d'une manière aussi douce, je peux maintenant me retirer de la politique. » De quoi ajouter une couche de spéculation au débat public. Une fois le track passé et le show terminé, le président et son entourage rejoignent la star. Ensemble, ils se rendent à l'after-party. Ils ont rendez-vous chez le directeur de cinéma Arthur Krim, président du studio United Artists et figure du Parti démocrate, et sa femme, Mathilde. À son arrivée, même succès que plus tôt dans la soirée. Anthony Sherman, agent des services secrets en poste cette nuit-là, raconte « Je n'oublierai jamais cette nuit. J'ai été affecté au poste de contrôle de la maison privée où la fête a eu lieu. Je me souviens que la voiture s'est arrêtée très vivement et que la portière s'est ouverte et a marché cette femme incroyablement belle, Marilyn Monroe. » C'est ici, devant une majestueuse bibliothèque, qu'est réalisé le seul cliché qu'on a de Marilyn Monroe et de John Fitzgerald Kennedy, accompagné de son frère. C'est Cecil Stoughton, le photographe de la Maison-Blanche, qui capture ce moment en noir et blanc. Très naturellement, le trio échange, un peu comme avant. Le président écoute attentivement Marilyn et son frère Robert se positionner en observateur, tout souriant. On dirait presque une photo de famille. Quant à Jackie Kennedy, la femme du président, elle préfère rester en retrait, dans la propriété familiale de Glen Ora, en Virginie, en compagnie de ses enfants. Hors de question pour elle de voir la maîtresse de son mari faire son petit numéro devant des centaines d'invités ébahis. Une absence qui va, elle aussi, faire du bruit. Lorsqu'elle a vent de la performance de sa plus grande rivale, elle lâche dédaigneuse. La vie est trop courte pour se soucier de Marilyn Monroe. Son détachement ne dure pas longtemps. Dès le lendemain, la première dame se veut beaucoup plus houleuse. Elle déclare à sa sœur, accusant son beau-frère Robert Kennedy, « Pour moi, c'est Robbie qui a orchestré tout ça. Le procureur général est le fauteur de troubles. » Le lendemain de la soirée, malheureusement pour Marilyn, la magie s'évapore de manière cruelle. Les médias sont unanimes. L'actrice a volé la vedette au président lors de son anniversaire, avec une prestation très, ou trop, langoureuse, et une robe très, peut-être trop osée. Décidément, personne n'est jamais satisfait de l'actrice. On lui demande de partager ses attributs, mais en même temps, on la critique lorsqu'elle joue de ses charmes. Le clan Kennedy, finalement inquiet pour sa réputation, délaisse lâchement Marilyn Monroe. Plus personne ne répond à ses appels, à ses lettres ou à ses invitations, par peur d'alimenter davantage les rumeurs,
qui court déjà bien vite. L'aura de l'actrice qui aura attiré les frères Kennedy devient tout d'un coup son pire atout. Elle confie à sa gouvernante qu'elle a le sentiment d'avoir été utilisée tel un objet, comme si on s'était approché d'elle pour faire la promotion de la Maison-Blanche. Une fois de plus, la sérotonine redescend. Le président Kennedy n'a aucun scrupule à tirer parti de sa relation avec Marilyn Monroe, tant que celle-ci ne déteint pas sur l'opinion que le public a de lui. Alors, son comportement évolue au gré des spéculations médiatiques. La situation va-t-elle s'arranger pour Marilyn Monroe ? Ou au contraire, en sait-elle trop ? Le 5 août 1962, l'épisode amoureux s'arrêtera net. Avec, autour, toujours autant de mystères. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Marilyn Monroe ne s'est jamais cachée de son intérêt pour la politique et pour certains débats sociétaux. Ni de sa confiance aveugle au gouvernement Kennedy. Engagée, elle est très proche de la classe ouvrière, milite pour leurs droits ainsi que pour ceux des Afro-Américains. Lorsqu'ils échangent, souvent au téléphone, avant que l'actrice ne soit boycottée par la famille présidentielle, les Kennedy et Marilyn parlent des sujets qui agitent la société à cette époque. Les appels sont nombreux et très fréquents. Entre 1957 et 1962, Eunice Murray, la gouvernante de l'actrice, entend la sonnerie stridente du téléphone fendre le silence assourdissant de la maison presque quotidiennement. Des relevés de téléphone entre le manoir de Brentwood et la Maison-Blanche le prouvent. D'un côté du fil, Marilyn pose des questions, donne son avis. Elle enroule ses doigts autour du fil de son combiné vert amande et d'un ton exalté réagit aux propos des deux frères. Lorsque c'est Robert Kennedy au bout du fil et que le bureau ovale n'est pas réquisitionné pour d'importantes réunions, il prend la place du président dans le canapé beige en velours pour échanger avec Marilyn Monroe des heures durant. Il ne trouve cela ni suspect ni dangereux. Il fait partie de la famille Kennedy. Il a tous les droits. Malgré son image de séductrice, Marilyn Monroe vaut bien plus qu'on ne le croit à ce moment-là. Politiquement engagée, elle noue un lien particulier avec les Kennedy. Une passion qui pourrait lui coûter la vie. D'après le secrétaire de Robert Kennedy, le frère du président va plus loin que la simple discussion avec l'actrice hollywoodienne. Il lui confie des secrets d'État. Marilyn est donc au courant de certains dossiers confidentiels. Une situation imprudente dont personne n'a l'air de se soucier vraiment. À la suite de retombées médiatiques sur la prestation de la star lors du 45e anniversaire de John Kennedy, les appels se sont espacés. Lors de l'été 1962, sa gouvernante raconte que les discussions, encore d'actualité bien que plus rares, semblent bien moins amicales qu'auparavant. Quant à John Fitzgerald Kennedy, il n'a aucun scrupule à ignorer la belle. Le fait que son frère lui donne l'importance qu'elle demande l'arrange bien. Pour autant, il arrive à John de lui passer un coup de fil pour lui demander de se tenir loin des événements officiels. Eunice Murray n'a aucun mal à percevoir de la frustration, de la colère, et une immense tristesse dans la voix et dans l'intonation de la maîtresse de maison. Lorsqu'elle raccroche, elle finit souvent par avaler un cachet de plus, avec une coupe de champagne, et se recroqueville dans son gigantesque lit, malgré la moiteur de l'été californien. Elle a l'impression d'être seule, isolée, comme sur une île déserte. Des bribes de son enfance lui reviennent. Décidément, elle sera toujours abandonnée. « 5 août 1962, au 12 305 Fifth Helena Drive à Los Angeles, autour de 20h33. Un coucher de soleil couleur orange sanguine se déploie dans le ciel. L'air est un peu moins pesant. On respire, enfin. Dans les plus belles demeures hollywoodiennes, le rosé est au frais,
prêt à être siroté au bord des piscines bleu azur. Le domicile de l'actrice est encore plus calme que d'ordinaire. Sa gouvernante a fini d'arroser les bosquets fleuris du jardin verdoyant. Elle peut prendre enfin une pause. Assise sous la véranda, elle sirote un thé glacé. Aujourd'hui encore, sa patronne lui semblait bien contrariée. Finalement, l'actrice s'est endormie, endolorie par son cocktail habituel, un mélange de médicaments et de créments. Eunice Murray finit elle aussi par s'assoupir sur le chant tardif des oiseaux. Plus tard, autour de 3 heures du matin, Eunice Murray se réveille et décide de continuer sa nuit dans son lit. En passant devant la porte-fenêtre de la chambre de Marilyn, elle constate depuis le jardin que celle-ci est fermée à clé. Étonnant, l'actrice a l'habitude de dormir la fenêtre ouverte. Alors, elle décide de s'immiscer discrètement dans sa chambre pour l'ouvrir. Un peu d'air frais ne lui fera pas de mal. Elle a toujours pris soin de Marilyn, qu'elle considère comme un petit être fragile malgré sa grande notoriété. Elle lui apporte même un verre d'eau fraîche où baignent quelques feuilles de menthe qu'elle pourra siroter lorsqu'elle sera réveillée. La gouvernante s'avance discrètement dans le corridor qui l'amène à la chambre de Marilyn Monroe. Elle n'aimerait surtout pas prendre le risque de la réveiller, elle qui a déjà un sommeil si fragile. Lorsqu'elle se trouve devant la porte de sa chambre, elle constate qu'elle est fermée à clé, et de l'intérieur. Eunice commence à se dire que quelque chose ne va pas. Vite, elle se précipite dans le jardin pour tenter de briser la porte vitrée. Lorsqu'elle arrive enfin au chevet de l'actrice, Eunice Murray pousse un cri. Sur le lit queen size, Marilyn Monroe est inerte. Elle saisit son poignet, prend son pouls. Rien. Aussitôt inquiété, Ralph Grinson, le psychiatre de la star, se rend en urgence à son domicile, tentant de la sauver, en vain. Marilyn est déclarée morte à l'âge de 36 ans, au crépuscule du petit matin du 5 août 1962. Le bureau de l'officier public du comté de Los Angeles penche pour le suicide. Il faut dire que Marilyn Monroe a un passif d'overdose et ne s'est jamais cachée de ses idées suicidaires. Pour autant, la rumeur de son assassinat commence à se répandre comme de la poudre à canon. Et si les Kennedy étaient impliqués ? Plus tôt dans la soirée, les enregistrements du FBI confirment que Marilyn a appelé John Kennedy à la Maison-Blanche pour se plaindre de son frère, avec qui elle aurait soi-disant une liaison. Peut-être que Robbie l'appelait trop, ou alors plus assez. Que ce soit pour se confier ou pour le rendre jaloux, Marilyn Monroe n'arrive pas à ses fins. Le président se contrefiche toujours autant de ce qu'elle a à dire. Toujours d'après les enregistrements, on peut l'entendre dire à son interlocuteur « On me passe de l'un à l'autre. J'ai l'impression d'être un morceau de viande. » D'après Reed Wilson, expert en surveillance, l'appel à la Maison-Blanche, c'était pour dire « Éloigne ton frère de moi. Je vous hais tous. » L'actrice était tout simplement désespérée. Selon certains, John Fitzgerald Kennedy aurait donc commandité le meurtre de l'actrice. Mais pour quelle raison ? Pour en finir avec une fauteuse de troubles ? Par passion démesurée ? Ou alors parce qu'elle en savait un peu trop à propos des problèmes politiques et intimes du gouvernement ? Les spéculations vont bon train et retiennent surtout cette dernière hypothèse. Après tout, Marilyn aurait menacé les Kennedy de dévoiler tous leurs secrets après avoir été reniés du clan. De quoi justifier pour certains un acte irrémédiable. Mais comment cela aurait-il pu arriver ? Dans la nuit du 3 août 1962, Robert Kennedy se serait rendu chez l'actrice autour d'1h du matin pour la forcer à s'injecter un produit mortel dans les veines. Les voisins, toujours prêts à témoigner, affirment avoir vu Robbie arriver chez leur célèbre voisine, accompagné de 2 hommes. Toujours selon le voisinage, les 3 hommes seraient repartis une vingtaine de minutes plus tard, le temps de la dissuader de tout révéler et de lui injecter le fameux produit.
Autre hypothèse soutenue par le romancier américain Norman Mailer, un complot organisé par le FBI et la CIA dans le but d'accuser les Kennedy et d'accumuler des preuves contre la famille présidentielle. Quelle que soit la vérité derrière le décès de la star hollywoodienne, plus de 60 ans après, les causes de sa disparition restent un mystère dont les hypothèses sont toutes aussi morbides les unes que les autres. Pendant des décennies, on n'a cessé de relater une histoire d'amour passionné entre Marilyn Monroe et John Fitzgerald Kennedy. On fantasme aussi leurs points communs, le charisme, la beauté, la gloire. Pourtant, on oublie aussi que les protagonistes ont tous deux connu une fin de vie terrible, puisque le président des États-Unis trouva la mort quelques mois après l'actrice, assassinée lors d'un ultime cortège présidentiel, le 22 novembre 1963. La réalité semble alors beaucoup moins romantique. Si on se demande pourquoi Hollywood n'a jamais fait un film de cette prétendue idylle, on comprend maintenant qu'il manque le happy ending. Merci d'avoir écouté À la folie pas du tout, une production Bababam. Cette saison a été écrite par Anaïs Koopman, interprétée par Lucrèce Sassella et François Marion, et réalisée par Jean-Gabriel Rassa. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur toutes les plateformes d'écoute.